Bonjour, bienvenue dans Prima. Bonjour Michel. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Jacques Renucci. Bonjour. Bonjour. Alors je vous présente vite fait, vous êtes journaliste, écrivain, une longue carrière derrière vous et on va essayer de mieux vous connaître, enfin de vous connaître en tout cas différemment avec Michel et sa première thématique de la semaine. Alors, Jacques, on se connaît depuis quelque temps. Vous êtes un journaliste de très grande qualité. Je reconnais et je le respecte parce que je respecte beaucoup les confrères qui ont ce genre de qualité. Mais dans votre carrière, vous avez fait énormément de choses. Hein. Oui. Vous avez commencé par faire des thèses, vous avez fait Hippocagne, vous avez écrit des bouquins, oui. Et vous sentez, vous, ce rapport immédiat de l'écrit et de l'image. Alors, c'est-à-dire que vous voulez imager l'écrit. En fait, j'aurais rêvé faire de la BD, moi, mais je n'étais pas assez bon. Oui. La poésie, c'est un peu la BD du pauvre. Ouais. Ou du super riche, ça dépend. Mais c'est vrai que si on prend... Bon, je ne vais pas prendre... c'est vous qui décidez. Mais quand je suis allé au lycée de Bastia en Hippocagne, moi, je ne connaissais rien à la peinture. Rien du tout. J'étais nul. Ça ne m'intéressait pas. Et il y avait le professeur José Lorenz qui avait une section artistique. Il y avait Bernard Philippe, qui est devenu mon ami, Jean-Paul Pancras, qui est devenu mon ami, Antoine Graziani, qui a écrit la préface de mon avant-dernier livre. Et là, j'ai commencé à voir comment un écrit et une image pouvaient correspondre. Et inconsciemment, j'ai commencé à essayer, à travailler là-dessus. Antoine Graziani a fait plein de livres avec des peintres. Moi, j'ai fait 2 livres avec Toussaint Moufrage. Toussaint Moufrage que j'admirais en tant que peintre. Et 10 ans avant, je m'étais dit, j'aimerais bien faire un truc avec ce type-là que je ne connaissais pas. Et finalement, nous nous sommes rencontrés, nous avons travaillé ensemble. Nous en avons un 3e en préparation. C'est très difficile à éditer, très cher. La repro de peinture, très cher le poème à côté du tableau. Les metteurs en page qui viennent de l'étranger, etc., c'est très compliqué. Et c'est tellement vrai que quand j'ai commencé à produire moi-même pour moi-même, je n'étais pas encore journaliste, j'étais professeur, moi, de grec et de latin. C'était ma formation initiale. Ensuite, c'était un peu lassant, et je suis passé au monde de l'entreprise. J'ai passé des examens. Je suis devenu analyste programmeur et j'ai enseigné la bureautique, en gros. Mais pour en revenir dans les années 80, j'ai fait une exposition moi-même. Moi-même, une exposition au Centre Pompidou, qui ouvrait à l'époque et qui cherchait des talents. Et j'ai envoyé un dossier de Bastilica, qui a été accepté. Curieusement, mais je ne m'attendais pas. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit accepté. C'était des textes présentés graphiquement. Une sorte d'esthétique, pas de l'image, mais de l'architecture. Et donc, ça a été accepté. Ça a été exposé. Et quand je suis allé voir cette exposition, je m'en souviens très bien, parce que c'était à l'époque de Bastilica Fesch, c'était très agité chez moi. C'était en même temps que l'exposition d'Ali, la grande exposition d'Ali. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de personnes dans les étages pour voir Dali, et dans le sous-sol, l'arrière-sous-sol, il y avait d'autres expositions, dont moi. J'étais content, j'étais tout seul à m'admirer, donc oui. Il y avait aussi un photographe très connu qui s'appelle Lucien Clergue, qui mettait des nus à côté de moi, un livre qui s'appelle Né de la vague, qui est très beau, sur la femme et le sable. Ça attirait les gens. Moi, à côté, j'en prenais un petit peu.
Mais j'ai compris l'écart qu'il y avait entre la vraie création, pas la vraie, mais la création reconnue, institutionnalisée, et l'amateurisme. Donc je me suis dit, attendons un peu plus tard. Mais j'ai continué à écrire. J'ai continué à écrire tout le temps. J'étais enseignant, j'étais tranquille. Mais c'est Nice Matin qui est venu me chercher. Parce que mon ami Nicolas Giudici, qui a été assassiné, qui était très proche de moi, m'avait demandé de faire des critiques littéraires. Donc j'écrivais dans Nice Matin de Nice. Toutes les semaines, tous les mois, je recevais une caisse de livres. Il fallait que dans cette caisse, je choisisse ce dont j'allais parler, en grand article et en petit article. Et moi, je lisais beaucoup. Alors, je lisais beaucoup, j'écrivais. Et ensuite, on m'a demandé, le PDG de l'époque, qui était rédacteur en chef, qui s'appelait Michel Comboul, est venu me voir. Il est venu ici, en Corse. On s'est rencontrés dans une station-service, comme dans les films américains. Avec les néons, le Formica, tout ça, puis nous, comme des comploteurs. Et pour me demander si je voulais être journaliste. J'ai dit non. Ça ne m'intéressait pas. Il me proposait, et c'est assez drôle, parce qu'il disait, vous comprenez, l'argument, c'est pas, vous allez faire une carrière, Poivre d'Arvor, tout ça, vous comprenez, quand vous aurez des enfants, nous sommes une entreprise familiale, vos enfants seront casés. C'était l'argument, ça m'a surpris comme argument, mais c'est ça. Et finalement, insistance, j'ai commencé à écrire petit à petit des articles. Et après, tout d'un coup, il y a eu la grosse proposition, il est arrivé avec le contrat, le chèque, toute la carte de presse pratiquement sans délai, tout y était, sans délai d'attente. Je ne pouvais pas dire non. Et je suis donc entré à Corse Matin. Et je suis entré à Corse Matin à l'agence de Sartène. Pourquoi ? Parce que l'agence de Sartène ne marchait pas à l'époque. Il y avait des gros problèmes. C'est une région à problème, le Valinco-Sartenay. Et mon seul intérêt, mon désavantage, c'était mon inexpérience. Mon intérêt, c'est que j'avais été élève du lycée Clémenceau de Sartène. Donc tous les méchants qui jetaient le journal dans le Ritzanès quand ils arrêtaient le camion, c'était ça. Il y avait un article qui ne leur plaisait pas. Celui qui était à Ajaccio téléphonait à Sartène, ils attendaient le camion au pont du Ritzanès au-dessus de Propriane et ils jetaient les journaux dans la rivière. Bon, et on pensait que si moi j'écrivais, peut-être que par amitié, une sorte d'esprit de connivence, ça allait mieux se passer. Et voilà, donc j'ai pris cette agence, et là j'ai beaucoup écrit, et puis j'aimais beaucoup, là ça m'a vraiment plu, hein. Ça m'a vraiment plu, j'avais une municipalité communiste, oui, c'était Boukine qui était très très dur, c'était Rambo, c'était Sylvester Staline, hein. Et il y avait cette pression de la politique que je ne connaissais pas. Il y avait la pression du fait divers. Moi, je n'étais pas du tout dans les faits divers. Je n'avais jamais vu quelqu'un assassiné, moi, avant d'être journaliste. Là, j'en avais jusque-là. Et ça, Jean Crénouch, justement, on en parlera demain en votre compagnie. Oui. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Jacques Crénouch. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. On parlait justement de cette carrière de journaliste. Métier, passion. Passion. Métier par hasard et passion ensuite. Passion, c'était vraiment ma passion. Ça a été une découverte, en fait. C'était une découverte. Moi, je me prenais pour Tintin. Je me disais, je reviens dans le reporter, Jacques Reporter. Ouais, ça passe pas comme Est-ce que ça veut dire que le journaliste, pour vous, a beaucoup plus de pouvoir que l'écrivain ? Non. Parce qu'en fait, vous étiez écrivain.
J'étais déjà écrivain. Voilà. Et là, vous avez découvert le journalisme et vous avez découvert tout ce que le journalisme peut apporter. C'est-à-dire aussi bien l'esprit de création, d'information, de pédagogie, mais il y a aussi parallèlement des risques. Des risques que vous avez vécu un peu à Sartène. Un peu après aussi, mais c'est une sorte d'apprentissage, Sartène. J'ai tout appris, là. J'ai tout appris en petit. J'avais des filles qui travaillaient avec moi, qui travaillaient pour moi. Il y avait une qui est devenue conseillère territoriale, une qui était journaliste après. J'avais cette sorte, Jacques et ses drôles de dames, un peu, c'est ça. On était dans une sorte de mouvement perpétuel, et j'avais toutes les communes de la Taroque, toutes les communes du Valink, et ça allait jusque presque à Porto Vecchio. Et il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses, puis il fallait bouger, c'est ça, il fallait y aller. Maintenant, on n'y va plus, le journalisme a changé, mais il fallait aller sur place. Aller sur place. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mes premières notes de frais, je mettais des kilomètres, et on m'a dit, mais tu ne roules pas assez. J'avais fait 1000 kilomètres par mois, je dit, oh, ça suffit. Non, il fallait encore y aller, encore aller sur le terrain, et en même temps, j'apprenais la Corse aussi, j'apprenais les gens. Les gens, j'avais une perception abstraite des gens. Et qu'est-ce qu'on apprend justement comme ça quand on est sur le terrain? Qu'est-ce qu'on apprend de la Corse? On apprend l'authenticité, puis on apprend les rapports humains. On sait que c'est une île où on ne peut pas être factice, on ne peut pas être frimeur, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. On ne peut pas... les gens vous remettent sans cesse face à vous-même. Ils ne se prennent pas tous pour des génies, mais la façon dont ils sont avec vous, cette façon amicale et distante, ou même quelquefois la façon colérique, les gens sont par moments impulsifs. Alors vous avez été apprécié à Sartène par votre travail et votre façon d'écrire l'actualité. Hein. Et après, vous êtes arrivé à Ajaccio. J'avais demandé à être à Ajaccio. Mais comme ça se passait bien à Sartène, on tardait à me faire rentrer. C'était Jean-Baptiste Gambier qui était chef d'agence à l'époque, qui était une sommité reconnue. Et finalement, je suis arrivé à Ajaccio. Et là, c'était autre chose, parce que là, les journalistes actuels, ils n'ont pas connu ça. C'était un journaliste de révérence. Les gens nous aimaient, nous admiraient presque. On n'était pas des dieux, mais on faisait l'actualité. On avait l'impression que c'est nous qui faisions l'actualité. Quand on mettait 3 mots dans un journal pour assassiner quelqu'un, ça avait une portée incroyable. Alors, c'était un mot d'esprit qui ne prêtait pas à conséquence. Et là, on a été... les rapports étaient durs aussi avec toute une partie de la frange politique du nationalisme qui commençait à être en guerre. Et quand on disait du bien des uns, on a l'impression qu'on disait du bien des uns, les autres n'étaient pas contents. Donc, il fallait essayer de ménager la chèvre et le chou, la cagoule et le plastique. Oui. Et là aussi, alors c'est curieux parce qu'à Sartène, on m'a mis parce que j'étais de Sartène, j'étais au lycée Clémenceau, et à Ajaccio, on m'a mis parce que j'avais été étudiant à Nice, où on pensait que tous les chefs du front venaient de... Il y en avait beaucoup quand même. Oui, il y en avait beaucoup. Et on s'est dit là aussi, tiens, lui, s'il est là, parce qu'il y a eu 5 plastiquages. Quand ce matin, plastiqué 5 fois. Quelquefois, ce n'était pas des gros plastiquages. Quelquefois, c'était des gros plastiquages. Il y avait des portes étaient blindées en alu avec du gros verre comme ça. Et
Je me souviens qu'il y avait la lame d'alu qui était plantée dans mon siège, qui était à 20 mètres, dans le dossier, comme ça. Alors ça fait réfléchir. Donc j'ai pris la politique contraint et forcé. Moi, je n'étais pas journaliste politique au départ. Moi, la politique, ça ne me passionnait pas. Moi, j'étais culturel simple, en gros. Ouais. Merci beaucoup, Jacques Renouti. On se retrouve demain en votre compagnie. À demain. À demain. À demain, Michel. Bonjour, bienvenue dans Prima. Nous sommes mercredi. Nous sommes en compagnie de Michel Volterra. Bonjour, Michel. Bonjour. Et de Jacques Renouti. Bonjour. Alors, on a parlé de journalisme, on a parlé d'écriture, Michel. On va parler d'autres thématiques. Dans tout ce magma de découvertes politiques et à la fois de scribe de la vie quotidienne en Corse, hein, quel a été le moment le plus marquant, le plus important? Est-ce que vous avez été pris dans le piège du journalisme politique? J'ai été pris dans le piège du journalisme politique. Je faisais que ça, j'adorais ça. J'allais à Matignon, j'allais un peu partout où allaient les élus. J'allais à Bruxelles où allaient les élus. J'allais en Écosse, invité par le gouvernement écossais, pour écrire sur la dévolution. J'étais devenu vraiment, pas un politicien, mais un néo-politicien. Et justement, quand on est journaliste politique, il y a aussi un petit peu un côté excitant d'être dans le secret des dieux, de savoir avant tout le monde ce qui va se passer, et de créer un petit peu aussi, après, une dynamique, un buzz, etc. C'est exactement ça. Mais là, on n'était pas dans cette partie actuelle où on cherche la discrétion. Non, on ne cherchait pas. Les gens nous faisaient confiance, on entendait des conversations. On n'allait pas dire attention, il s'est dit ceci, il s'est dit cela. Il y a eu des... Par contre, après, dans nos analyses, on pouvait sortir comme des impressions personnelles, ce qui était le vécu. Alors on voyait évidemment l'Assemblée de Corse, c'était une salle très crème au beurre, jaune, un peu brillant. Le président, c'était Jean-Paul de Recasset à l'époque. C'était une assemblée qui était plus tournée vers la parole. Il y avait la parole, il y avait les orateurs, il y avait beaucoup de gens qui parlaient. C'était presque un plaisir d'y être. Parce qu'il y avait des élus qui, à l'ancienne, qui prenaient la pause, qui faisaient des grands gestes, qui avaient de l'éloquence et de la rhétorique, qui faisaient des citations. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quelle est l'anecdote, le moment le plus impressionnant ou le plus marquant à cette époque, pour vous? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le préfet Bonnet. Ah ouais. C'est le préfet Bonnet devant l'Assemblée de Corse. Lui, il m'a marqué, parce qu'après j'ai eu des rapports avec lui assez ambigus, où il m'appelait chez moi pour que je vienne le voir, pour entrer dans la préfecture du préfet Bonnet. Ce n'était pas une mince affaire. Dans la guérite, il y avait les portraits des journalistes qui étaient interdits. Pour que les gars, il y a marqué un tel, visage rond, visage ceci, joues rouges, journaliste interdit. Comme ça. Il y avait toute une liste. Et dans ses livres, il parle de moi de façon assez... dithyrambique. Positive. Ouais. Oui, ce ne sera jamais dithyrambique, ce type-là. Ouais. Positive, parce que j'étais j'avais travaillé beaucoup sur les paillotes. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'avais écrit une analyse très, très pertinente, en toute logique. Mais cette analyse logique, démentie par les faits, prouvait par avance que le préfet Bonnet n'avait rien fait. Parce qu'en gros, c'est ce que j'avais écrit, moi. Alors, il voulait se servir de vous pour se disculper? Et c'est ce qu'il a fait, dans le livre, il a fait ça, et puis après, il a appelé son avocat, Maître Vergès, m'a appelé pour que je sois témoin au procès. J'étais malade, je me suis fait porter malade, je voulais pas y aller. Mais c'était très drôle, parce que Vergès me dit, vous connaissez bien Bonnet? Je dis, oui, je connais bien. Vergès dit, c'est un vrai con. Je dis, c'est un scrogneux. Il croit c'est l'État. Oui. Je dis, oui, c'est l'État. Mais
En même temps, sa présence à l'Assemblée de Corse m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est une photo où il fait démolir le beffroi de l'Assemblée. Il y a eu la construction, sans autorisation, d'un étage supplémentaire de cette espèce de clocher qui est au-dessus de l'Assemblée, et il l'a fait raser. Et quand il y a tous les élus en bas, Badjone qui fait sa tête de statue très très rigide, le préfet à côté qui jubile, et puis les murs qui tombent. Et Jacques Renucci qui écrit. Et Jacques Renucci qui écrit, puis qui dit, oh là là, ça c'est un beau truc. Oui. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait de jubiler quand on écrit. Quand c'est le pouvoir des mots, en fait. C'est le pouvoir des mots, parce qu'on sait que l'histoire est belle. Quand on voit, par exemple, le préfet, qui est très autoritaire, qui envoie à la paillote de Maresol les déménageurs, que les déménageurs arrivent à la paillote pour tout vider, et qu'ils se comportent comme des déménageurs, c'est-à-dire qu'ils sortent des petits bouts de papier et ils enveloppent les gobelets de plastique comme si c'était du cristal, pour faire durer. Et ils prennent les gobelets de papier, chacun dans un petit papier, ils le mettent dans eux. Ça, c'est très drôle. Oui. Ah oui, c'est... Oui. Ce qui fait que le soir, c'est pas fini. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues ou sues à l'époque. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, surtout pardon, concernant les gendarmes. J'ai lu tous les livres des gendarmes après, puisque forcément je les ai pratiqués. Et ils disent à un moment, nous nous sommes pris pour des Corses. C'est drôle, hein? Oui. Pourquoi avez-vous fait ça? Nous nous sommes pris pour des Corses. Le président du tribunal disait, pourquoi avez-vous fait ça? Vous êtes passé dans le maquis. Et l'officier disait, mais nous sommes des militaires, pas des sangliers. Il faut dire qu'ils s'étaient perdus. Tu vois, c'est des choses qui restent. Jacques Renucci, merci. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain. Au revoir, Michel. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, Jacques Renucci. Bonjour. Vous êtes notre invité depuis le début de la semaine. Je le rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. L'ensemble des émissions disponibles sur le www.alta-frequenza.court. On retrouve un petit peu votre parcours. Et Michel, nouvelle thématique du jour. Alors, la thématique du jour, en fait, c'est optimisme ou pessimisme. Alors, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans des périodes assez particulières, hein, l'histoire du préfet Bonnet que vous nous avez raconté, et tout ce qui s'est passé en Corse depuis presque 30-40 ans à l'époque, hein, c'est pain béni pour un journaliste, de toute façon. Et par rapport à tout ce que vous avez vécu, et en regardant ce qui se passe aujourd'hui, sans rentrer dans les fondements de la politique aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Quand on regarde en arrière, on aurait pu être pessimiste, mais là on a tout dû être optimiste, puisque tout ce qui s'est passé, finalement, a été oublié. Il y a une sorte d'amnésie générale, d'amnistie presque mentale, qui fait qu'on a l'impression de partir à zéro à chaque fois. Ça, c'est tant mieux. Certaines fois, je pensais, moi, quand j'allais suivre des réunions à Mediachar ou quand j'allais dans des conférences de presse clandestines. Dans le maquis, oui. Dans le maquis, oui. J'avais l'impression que c'était la fin du monde, de notre monde, du monde de l'équilibre, au moins de la Corse, qu'il fallait trouver autre chose que... Et puis finalement, tout a bougé, tout s'est remis, comme dans le Guépard. Ça s'est remis de façon un peu différente, mais à partir du moment où les choses ne sont pas extrêmes, il y a tout lieu d'être optimiste. Moi, j'ai fait les procès du commando Irignac, j'ai fait les procès Bonnet, bien sûr, j'ai fait toutes ces grandes choses. Quand vous êtes journaliste, curieusement, quand vous êtes à la cour d'assises spéciale de Paris, vous avez moins de pression quand vous faites un assassinat à Ajaccio. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Là, quand vous êtes assis dans le tribunal, et la famille qui vous regarde, et qui le matin arrive avec le journal comme ça, vous vous dites, je serais mieux ailleurs. Quand il y a tous les assassins qui viennent dire qu'ils sont votre cousin, ça c'est des choses, c'est le maillage insulaire. C'est sa faiblesse, en même temps c'est sa force. Les gens comme moi,
qui sont d'une génération intermédiaire, qui sont à la lisière de deux mondes. Je suis dans le monde ancien aussi. Je suis dans le monde ancien, je suis dans le monde des éleveurs de cochons, des muletiers, des bergers, tout ce qu'on veut. Et je suis dans le monde des nouvelles technologies, etc. Les journalistes d'aujourd'hui, justement, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont peut-être pas la même façon d'exercer le métier qu'il y a 20 ou 30 ans? Bon, hormis évidemment les nouvelles technologies, mais dans les rapports humains, dans la façon d'être sur le terrain. Ils ne peuvent plus. En Corse. En Corse, bien sûr, oui. Parce qu'il n'y a pas de... ils n'ont plus le temps. Moi, je travaillais sur des dossiers. Michel travaille sur des dossiers aussi. Et il y a un certain temps, il y a un temps d'imprégnation, un temps de l'appropriation des choses et un temps de la restitution. À partir du moment où on vous demande de tout faire très vite, très vite, parce qu'il y a une concurrence justement de l'Internet, vous avez cette concurrence-là qui est terrible. Moi, j'écris, maintenant j'écris sur Internet, je vois la différence. Je vois la différence qu'il y a entre mon papier est écrit maintenant, dans 10 minutes, je sais qu'il sera déjà sur Facebook. Donc, avec des retours. Ce qui n'est pas le cas quand on est écrit dans le journal, les retours arrivent un peu plus tard, quand ils arrivent. Mais est-ce que, justement, on n'a pas l'impression que finalement, il vaut mieux être un journaliste d'un hebdomadaire plutôt qu'un journaliste du hot news, du quotidien Oui, bien sûr. Il vaut mieux être un journaliste de la caste, de la caste de ceux qui sont spécialisés déjà, et des hebdomadaires qui ont le temps. Parce que le lecteur, maintenant, attend autre chose que l'information. Parce que l'information, il l'a tout de suite. Il a sur BFM TV, il a tout. Par contre, il attend un peu plus. Il attend de la réflexion, de l'analyse, des pistes, une sorte d'enrichissement de la nouvelle. Si on met simplement la nouvelle, et après on met trois trucs, machin a dit, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont plus cette profondeur de réflexion? Ils sont formatés ils sont formatés à autre chose maintenant. Ils sont formatés à d'abord, ils ont des contraintes techniques qui sont différentes. Ils ont aussi des facilités techniques. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune facilité. Moi, je téléphonais mes articles quand j'allais voir Jospin, avec Jean Paulette, on était allé voir Jospin. Quand j'allais voir Jospin, je téléphonais mon article de la cabine, qui était en bas. Donc, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de Wi-Fi, j'avais rien. Et ces facilités, la contrepartie de ces facilités, c'est que ça nivelle tout. Tout est nivelé maintenant. Le bon et le mauvais cohabitent facilement. On le voit dans la presse quotidienne, même ici, on voit qu'il y a le bon, le pire. Et pourtant, la presse est toujours le quatrième pouvoir. Elle est le quatrième pouvoir, mais en même temps, elle est le quatrième pouvoir simplement par... la presse est le pouvoir, mais le journaliste n'est plus le pouvoir. Ah, voilà. Avant, c'était le journaliste qui était le pouvoir. Ça, c'est pessimiste, ça. Enfin, non. Vu de la fenêtre du journaliste, c'est pessimiste. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont fait leur temps et qui sont légèrement dépressifs parce qu'ils ont l'impression de n'être plus rien. Ils ne se rendaient pas compte que c'était le support qui était leur voûte, leur clé de voûte, disons. Qui était leur pouvoir, en fait. Le pouvoir, c'est le média qu'il a. Vous avez un quotidien, vous avez même ici, par exemple, vous avez un quotidien unique. Quoi qu'en disent les gens, il est du pouvoir. Vous pouvez l'appeler la Pravda, comme on l'appelait avant. Vous pouvez l'appeler Torche Matin, comme on l'appelle aujourd'hui. Il a quand même du pouvoir. Jacques Renouch, merci. On se donne rendez-vous demain pour notre dernière émission. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Jacques Renouch. Bonjour. C'est notre dernière émission de la semaine en votre compagnie. Je le rappelle, vous êtes journaliste écrivain. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions disponibles sur le www.alta-frequenza.corsica.
on va évidemment évoquer avec vous, avant de se quitter, vos actus immédiates, vos prochains ouvrages. S'il y en a en préparation, bien évidemment. Mes actus immédiates. D'abord, j'ai sorti, donc, c'est une continuité, mon travail. Mon travail est une continuité. On ne se rend pas compte qu'on fait une œuvre quand on écrit. On écrit un livre, puis on est content, puis on écrit un deuxième, puis on écrit un troisième, et puis un quatrième. Et quand on les met sur la table, on se rend compte que c'est, au fond, le même mouvement qui porte tout, qui parle de l'identité, qui parle de l'enfance, qui parle du temps, de la dépossession, de la nature, du groupe, moi c'est le groupe, l'individu dans le groupe, l'altérité. Quand j'écris je, tu, nous, puis on ne sait pas à un moment de qui ça parle, ou qui parle ici. Mais quand Rilke dit quelque part, il dit où je crée, je suis vrai. Je suis vrai, où je crée. Donc, et moi, ça m'a beaucoup plu, ce truc-là, je le notais partout. Et à un moment, je l'ai inversé, je me dis, mais où je suis vrai, je crée. Et je me suis rendu compte que c'est chez moi, dans le village, que j'écrivais le mieux. J'écris le mieux dans un bureau, avec des livres autour, avec quelquefois de la musique. Et puis personne qui passe. Alors évidemment, maison isolée, quand quelqu'un passe dans la rue, on se demande qui c'est. C'est Shining. Oui, comme c'est ça, oui, comme c'était comme la tante Léonie de Proust. Quand Stendhal était à Civitavecchia, lui aussi était comme ça dans un bureau, et les gosses tapaient sur les pavés dehors avec une sorte de pierre pour faire des bruits de talons, et passaient avec un bâton et un chapeau de femme pour le faire courir à la fenêtre. Et alors, votre projet, alors oui. Votre projet, Et bien là, justement, donc, je suis dans l'écriture encore. J'ai fait 2 livres avec Toussaint Mouffradj. J'en ai fait un petit recueil chez Jean-Jacques Colin-Distria, qui s'appelait Jardin mineur. C'est un très joli livre. J'en ai fait un très beau avec Marie-Hélène Ferrari. Marie-Hélène qui était mon illustratrice et en même temps qui a pris les rênes de la collection, cette collection noire, oui, qui sont des très beaux livres. Oui. Un ami journaliste a dit, on prend un livre comme ça, où on vit dans un litre de vodka, où on se tire une balle dans la tête, mais c'est pas vrai, on peut le lire quand même. On peut lire sans faire tout ça. Voilà. On peut lire sans faire tout ça, oui. Là, j'en sors un autre avec Marie-Hélène. Celui qui est sorti chez Jean-Jacques s'appelait Jardin mineur, celui-là s'appellera Autre Jardin. Autre Jardin, et là aussi, c'est Marie-Hélène qui a commencé à faire les illustrations. Le livre est fini, et en même temps, je finis un autre avec tout ça. Mais là aussi, nous avons, comme on l'a dit, des problèmes d'édition, des problèmes de financement pour les éditeurs. C'est pas pour nous. Et quand j'ai commencé à écrire, je voulais être romancier, mais j'ai pas la fibre. Le journalisme me l'apporte. C'est une histoire qui va d'un bout à l'autre quand on va oui, dans un fait divers. Par exemple, le premier fait divers que j'ai fait, c'est un assassinat. Dans une villa isolée, il y avait des planches à voile, c'était un loueur de planches à voile qui avait été assassiné. Et il était mort à l'étage. Mais il était mort depuis un certain temps. Et moi, quand je suis monté l'escalier, parce qu'à l'époque, il fallait y aller, et que j'ai vu j'ai senti l'odeur et j'ai vu le corps, je suis redescendu en courant, et je suis pas allé. Et c'est plus qu'un romancier, là. Et justement, j'avais écrit, je me souviens, le corps baignait, dans le style cliché, le corps baignait dans une mare de sang. Il y a des gens qui m'ont téléphoné en me disant que je mentais, le sang était sec. Alors là, non, j'ai vu que je ne pouvais pas être romancier. Mais par contre, ensuite, j'avais écrit un autre livre
On m'avait demandé celui-là. C'était un éditeur qui était venu ici, puis j'avais montré des textes. C'était un précis de braconnage. Et après, j'ai eu honte. Et quand même, oui. Comment piéger, comment mettre des pièges, comment piéger les bêtes. Ça, oui. Les merles et tout ça. Oui, tout ça, oui, exactement. Les merles, les sangliers, même les étourneaux, je me souviens. C'était horrible. Les belettes, oui. Et j'ai eu honte de l'écrire. Sur Internet, on le trouve encore. Journal d'un braconnier corse, mais il n'existe pas. En fait, il n'existe pas, il n'a jamais été publié. Ah, et donc, le seul livre politique que j'ai écrit, c'était Entretien avec Jean-Guy Talamogne, Liberta. Jean-Guy commençait à peine à être connu. Et il avait des problèmes. Le PDG de Nouvelles Frontières l'accusait de racket. Et donc, il fallait faire une sorte de plaidoyer un peu argumenté contre ça. Et nous avons écrit un livre d'entretien qui est remarquable. Ça, mais vous pourrez écrire presque une suite de Liberta aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui il écrit tout seul. Il a de la plume, oui. Et le jardin, alors, les jardins dont vous parlez, est-ce que c'est la Corse ou c'est la planète? C'est la Corse. C'est la Corse, c'est le Corse. Moi je suis né au Maroc, à Marrakech, pas à Casablanca comme dit le site Wikipédia. Je suis né à Marrakech. Et dans le premier livre, je mets deux vers d'Albert Samin en exergue. C'est mon enfance se passa tout seul parmi les pierres, et pour voir des jardins, je fermais les paupières. Donc là, j'étais dans la caillasse. J'étais petit dans la caillasse, et le sable. Et là, quand je rentrais en été, je prenais le paquebot Lyoté, qui mettait 40 heures pour aller de Casablanca à Marseille. Et ensuite, en prenant le commandant Kéré, ou je ne sais pas quel autre bateau, qui arrivait à Ajaccio, j'entrais dans un autre monde, le monde verdoyant, le monde des villages, le monde des gens. C'était... quand j'étais petit, moi je m'en souviens par bribes, mais c'était des... j'allais en classe dans les camions militaires. J'étais content, j'étais excité. Il y avait les soldats armés, nous derrière dans le... Oui. Et Bastelica n'était pas à côté d'une station de sport d'hiver. Hein. Ah oui, Bastelica était un vrai village à l'époque. Pas à côté un gros village. Un gros village, oui. Un gros et très beau village. Merci beaucoup, Jacques Renouch, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Mais merci à vous, c'était très agréable. Merci, au revoir. Merci Michel, au revoir. Au revoir.